Bien, il est 10 heures. Je vous propose de commencer avec d'ailleurs un petit pincement au cœur puisque c'est ma dernière séance. Je suis très content d'avoir passé ces 8 séances plus la leçon inaugurale avec vous. Pour moi, ça a été une occasion de construire un cours d'économie du climat. Je n'avais jamais fait ça avant, en fait. J'avais retardé l'affaire. D'ailleurs, cours que je duplique à la Toulouse School Economics en enrichissant, puisque là j'ai un cours de 30 heures, ici c'est un cours de 10 heures globalement. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et votre intérêt pour cette matière. Voilà, à nouveau j'ai été très, très heureux de construire cet ensemble de séances. Et je suis très heureux de voir aussi la visibilité que le Collège de France a pu m'apporter dans ma capacité à porter des messages que je pense importants pour la politique climatique de France et de Navarre. Bien, dernier chapitre, donc fin du monde et fin du mois, comment concilier économie et écologie. Donc je vais essayer de faire une synthèse de ce que je vous ai raconté, peut-être en l'étoffant de 2-3 illustrations supplémentaires. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais découper exceptionnellement cette séance en 2 parties, de cette première heure, 30-35 minutes sur cette synthèse, et puis le reste, séance de questions-réponses. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont bien voulu m'envoyer une ou plusieurs questions. J'ai collecté depuis mercredi dernier 10 pages de questions. Donc, évidemment, je ne couvrirai pas tout, mais j'ai essayé de reprendre un certain nombre de questions pour lesquelles je pensais qu'il pouvait y avoir un intérêt, une réponse collective. Et puis, deuxième partie de la séance, mon dernier invité, c'est aujourd'hui Dominique Bureau, qui est son titre, enfin, il est patron du Conseil économique du développement durable au ministère de l'Écologie et vous parlera de son expérience et de sa vision des problématiques de valorisation et d'évaluation des politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'environnement. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous faire un point sur l'actualité. Je suis en contact, je vous l'ai dit, avec mes collègues américains qui, depuis l'arrivée de l'administration Biden, ont reçu une demande du président de réviser la valeur carbone. Je vous rappelle que la valeur carbone sous Obama était autour de $40 la tonne de CO2. À l'arrivée de Trump, l'administration Trump a décidé de réviser cette valeur en exigeant que le taux d'actualisation de 7% soit utilisé pour calculer la valeur présente des dommages climatiques évités en réduisant d'une tonne les émissions de CO2 aujourd'hui. Et en plus, ont décidé de limiter la mesure des bénéfices collectifs engendrés par ces efforts de transition énergétique aux seuls citoyens américains. La combinaison de ces 2 exigences de l'administration Trump a été de réduire la valeur carbone de $40, qui n'était déjà pas beaucoup, à $7, voire $1 par tonne de CO2. Autant vous dire qu'évidemment, à $7 ou $1 de la tonne de CO2, les Américains n'atteindront jamais les objectifs qu'ils se sont fixés de réduire de 50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Dernier élément d'actualité, le 11 février, un juge de Louisiane, suivi par 10 autres juges de 9 autres juges de 9 autres États américains, essentiellement gouvernés par des gouverneurs républicains. Ce juge, qui avait été nommé par Trump, a interdit aux administrations de Louisiane et donc aux 9 autres administrations des 9 autres États qui l'ont suivi, d'utiliser la valeur carbone qui avait été remise par l'administration Biden autour de $50 la tonne de CO2, qui exigeait le retour aux $7 ou $1, pour des raisons d'ailleurs assez absurdes, consistant à dire les citoyens de Louisiane vont perdre beaucoup d'argent si on utilise cette valeur de $50 la tonne de CO2 pour évaluer les politiques de développement de champs pétroliers et gaziers au large de la Louisiane, évidemment. Évidemment que l'argument est un argument évident,
mais ce n'est évidemment pas le bon argument éthique, puisqu'il faut intégrer les bénéfices pour l'ensemble de l'humanité de ces efforts et pas seulement ceux des citoyens de la Louisiane. Donc voilà, on est dans une situation à nouveau un peu catastrophique. Et d'ailleurs, mes collègues de la task force du Interagency Group, Working Group on Social Cost of Carbon, avec qui je suis en contact continu depuis un an, ont décidé de suspendre leurs travaux. Mais ma compréhension de ces travaux avant le 11 février, c'était que le projet de recommandation de ce groupe de travail était de porter le prix du carbone aux États-Unis des $50 la tonne de CO2 décidé par Biden au début de son administration l'année dernière à quelque chose qui pourrait être compris entre 100 et $125 la tonne de CO2. Voilà, donc pour l'instant, tout ça est bloqué pour une décision qui me paraît assez partiale d'un juge nommé par Donald Trump. Voilà, je pense que c'est un élément de perspective, je pense que ce n'est pas sans lien avec ce que je vous raconte. Je reviendrai dans ma conclusion sur cette valeur carbone et son niveau. Vous avez bien compris que la problématique que je porte, c'est une problématique de... Aujourd'hui, on a bien tous compris qu'il fallait faire des efforts pour réduire nos émissions de CO2. La question, c'est, pour vous et moi, mais pour l'État aussi et pour l'ensemble des entreprises, des assureurs, des banques centrales, des banques, qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 qui sont dans le sens de l'intérêt général, bien compris, intégrant notamment nos responsabilités envers les générations futures. Donc, ce transparent, je ne sais plus si je vous l'avais présenté au mois de janvier, c'est un rappel de ce que nous, vous et moi, nous pouvons faire dans la vie de tous les jours pour effectivement réduire nos émissions de CO2. Je vais prendre la barre de tout en haut. Un individu qui consommerait 25 kg de bœuf par an, qui déciderait de devenir végétarien, donc d'éliminer sa consommation de bœuf, permettrait de réduire ses émissions de CO2 de 1,5 tonne. D'accord ? C'est beaucoup. Donc, produire en France dans les pays occidentaux, produire 25 kg de bœuf conduit à l'émission de 1,5 tonnes, environ 1,5 tonnes de CO2 équivalent. En fait, c'est essentiellement du méthane, bien entendu. Et donc, voilà. Une chose que vous pouvez faire, c'est décider de ne plus manger de bœuf. Alors, beaucoup des gens disent oui, le problème du bœuf, c'est qu'il est importé d'Argentine et les émissions de CO2 des bateaux qui importent la viande de bœuf, c'est ça le problème fondamental de la viande de bœuf en Europe. Non, c'est faux, parce que vous regardez que, alors c'est du point de vue c'est des informations britanniques, vous voyez simplement de basculer de la viande de bœuf à importer de la viande de bœuf locale n'a pas vraiment d'effet sur les réductions d'émissions de CO2 que vous pouvez obtenir à travers cette décision de consommer local. Le lait nécessite aussi des émissions de méthane et décider de ne plus boire de lait, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée au niveau de la santé, mais en tout cas, ne plus boire de lait, si vous en consommez 195 kg par an, ça réduirait d'une demi-tonne vos émissions de CO2. Puis vous pouvez descendre la barre. Je devais, dans l'ensemble des informations qui sont là, je devais prendre l'avion ce soir pour partir à Princeton à une conférence sur le climat. Dieu soit loué, il a été décidé de transformer cette conférence en présentiel en une conférence virtuelle. Et donc, je serai sur Zoom vendredi pour cette table ronde sur le prix du carbone à Princeton. Donc je vais économiser quelque chose comme un aller-retour aux États-Unis, c'est environ 2 tonnes de CO2. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Alors c'est vrai que les gens n'ont pas toujours la bonne compréhension et font beaucoup de choses qui sont finalement pas très utiles, alors que des choses plus efficaces en termes de réduction de CO2 pourraient être faites. Il y a clairement un problème de pédagogie à faire et des problèmes de transmission de ce type d'informations aux consommateurs. Ça, c'était du niveau macro. Si je passe au niveau micro,
Non, la transparence précédente était au niveau micro. Si je passe au niveau macro, je regarde différents pays ici européens. Je constate leur bouquet énergétique global, pays par pays. Je regarde l'ensemble, alors ce n'est pas l'électricité, hein, c'est l'ensemble de la consommation d'énergie d'un pays, et je regarde quelle est la composition de ce bouquet entre gaz naturel bleu foncé, pétrole violet, charbon rouge, nucléaire jaune, hydraulique bleu et renouvelable, je ne sais pas comment on peut, vert. D'accord. Vous voyez que pour la France, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal ici avec finalement, on est 50-50. La moitié de notre bouquet énergétique global en France est déjà décarboné parce qu'on a du nucléaire, on a de l'hydraulique et on a du renouvelable. Mais globalement, quand même, vous regardez que quand même, on est au courant de ce changement, de problématique de changement climatique depuis, disons, 1990, et néanmoins, on est encore essentiellement en Europe à consommer massivement des énergies hydrocarburées qui engendrent du CO2. Vous voyez que, à nouveau, si on veut réduire de 55% par rapport à 1990 d'ici 2030 nos émissions de CO2, il faudra évidemment massivement réduire les barres bleues, roses et rouges. Et on y est très loin. D'accord ? Donc au niveau macro, on reste avec quand même un énorme problème, en particulier le développement des ressources énergétiques renouvelables reste, en somme toute, très limité dans beaucoup de pays, de l'Europe continentale en particulier. Donc on n'y est pas. Donc permettez-moi de revenir sur des problématiques de coût. Parce que pourquoi on n'y est pas ? On n'y est pas parce que finalement, comme le remarque de façon très intelligente le juge de Louisiane, on demande des sacrifices à nos concitoyens et c'est un scandale. Revoyons plus en détail, en prenant quelques coups de projecteur, la nature et la réalité de ces coûts. Je prends tout premier exemple. Un rapport récent de McKinsey indique que pour décarboner la production d'acier, vous voyez, la production d'acier consomme beaucoup de charbon, à la fois comme source de chauffage et d'oxydation du minerai, ça émet beaucoup de CO2. On pourrait décarboner complètement cette production d'acier. Comment ? En utilisant d'abord de l'électricité renouvelable ou nucléaire pour dans des fours, réaliser les mêmes efforts de transformation du minerai en acier. Ça coûte aujourd'hui, étant donné les coûts de production d'électricité par rapport au charbon, cette décarbonation du système productif de l'acier conduirait à une augmentation du prix des coûts de production de l'acier de 30%. D'accord ? 30%, ce n'est pas marginal. Hein. Je veux dire, une ressource, quand même, l'acier reste un élément important dans notre facteur de production secondaire. Augmenter les coûts de production de cela de 30%, c'est non négligeable. Des travaux ont été menés pour estimer le coût par tonne de CO2 évité, qui est une autre façon de mesurer la réalité de l'impact de nos efforts de réduction des émissions de CO2 sur le pouvoir d'achat. On est autour, même en imaginant capacité à produire de l'électricité renouvelable pour fabriquer cet acier, on est en estimant ces coûts à autour de 50 € par mégawattheure, qui est quand même un objectif assez ambitieux pour produire de l'électricité renouvelable. On serait encore à un coût par tonne de CO2 évité supérieur à 100 €. J'étais en discussion hier ou avant-hier avec une journaliste du Figaro, pour ne pas le nommer, qui me demandait « Mais Monsieur Gollet, est-ce que vous pourriez me réexpliquer pourquoi ça coûte 400 € la tonne de CO2 évité d'installer des panneaux photovoltaïques en 2022 sur nos toits ?» Le calcul est assez facile à faire. Hein. Aujourd'hui, en 2022, le prix garanti de rachat de l'électricité solaire installée sur les toitures des citoyens français, ce prix garanti est de 18 centimes par kilowattheure. Imaginons que des kilowattheures qui sont produits par ces panneaux solaires
évite la production de kilowattheure du bouquet électrique européen qui lui émet 300 grammes de CO2 par kilowattheure, donc, et coûte 6 centimes le kilowattheure. Donc vous voyez que remplacer un kilowattheure qui coûte 6 centimes à produire en Europe et qui émet 300 grammes de CO2, le remplacer par un kilowattheure produit par un panneau photovoltaïque qui, lui, va coûter, d'ailleurs, à travers la contribution pour le service public de l'électricité, j'y arrive. Vous augmentez, vous passez de 6 centimes à 18 centimes le coût des kilowattheures, mais vous évitez 300 grammes de CO2 rapporté à la tonne de CO2, ça revient, c'est un simple calcul de multiplication ou de division, ça vous revient 400 € par tonne de CO2 évité. Calcul assez trivial à faire. Je pense que c'est assez intéressant, on n'a pas l'habitude de faire ce type de calcul, c'est important. Aujourd'hui, le prix du carbone sur le marché de permis d'émission en Europe est autour de 90 €. Donc, il a circulé tout au long de ce cours en janvier-février entre 90 et 100 € la tonne de CO2. Le permis d'émission de la tonne de CO2. Donc prenons 90 €. Quel est l'impact de cette valeur carbone ou ce prix du carbone sur les prix de biens carbonés qu'on peut acheter aujourd'hui en France? Imaginez qu'il soit généralisé à l'ensemble des émissions de CO2. Eh bien, par exemple, d'abord, évidemment, à un prix aussi élevé, tout est relatif, par rapport à la valeur historique de la valeur carbone ou du prix du carbone sur ce marché-là depuis 15 ans, c'est une valeur élevée. Je pense qu'elle n'est pas encore suffisamment élevée par rapport à nos exigences envers les générations futures. Mais à ce prix-là, clairement, le charbon va très rapidement disparaître du bouquet énergétique, du bouquet électrique, excusez-moi, européen. Les petites barres rouges de tout à l'heure, elles vont être très rapidement éliminées avec un prix comme celui-là, exactement comme le charbon a été essentiellement éliminé du bouquet électrique britannique ces 10 dernières années grâce à l'imposition par le gouvernement britannique d'une surtaxe en plus de ce système de marché ETS européen auquel ils ont participé jusqu'à récemment. Ça, élimination rapide du charbon du bouquet européen. Mais regardons plus concrètement, parce que les consommateurs européens aujourd'hui sont particulièrement sensibles aux problématiques de prix de l'énergie, étant donné les phénomènes géopolitiques que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs mois, en particulier la hausse massive du prix du gaz naturel. 90 € la tonne de CO2. Si vous vous rappelez, et c'est dans le bullet point précédent, que 1 kWh du bouquet européen émet 300 grammes, 300 grammes de CO2, à un prix de 90 € la tonne de CO2, 300 grammes, ça vaut 3 centimes. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait que le système européen de production d'électricité oblige les opérateurs à acheter des permis correspondant à leurs émissions à un prix de 90 € la tonne de CO2, ça augmente le coût de production d'électricité de ces opérateurs européens en moyenne de 3 centimes le kilowattheure. 3 centimes, ce n'est pas rien. Si vous vous rappelez que le tarif ARENH, il est de combien? Autour de 5 centimes. Donc ça fait une augmentation massive des coûts de production de l'électricité européenne. D'ailleurs, je vous donne juste une information. Je suis allé repêcher ça dans mon ordinateur tout à l'heure. J'avais oublié que j'avais cette information. Voilà extrait du FT, je pense. L'évolution du coût de fabrication du kilowattheure en Europe fabriqué avec du gaz naturel à travers un système de turbines, un cycle combiné au gaz. Voilà, vous avez ici, depuis un peu plus d'un an, octobre 2020 jusqu'à décembre 2021, il y a 2 mois, l'évolution du coût global de fabrication de ce kilowattheure utilisant le gaz naturel. Vous voyez qu'il y a 2 sources de coûts essentiellement. Il y a le coût lié à l'input gaz naturel, qui a eu une évolution très erratique ces derniers mois
sur le marché, notamment à cause, enfin, essentiellement à cause de la raréfaction du gaz naturel et des importations russes de ce gaz. Et puis aussi, et je vous en ai parlé longuement à plusieurs reprises, l'évolution du prix du permis d'émission en Europe sur le marché EU ETS, hein, qui a, en fait on ne le voit pas trop parce que c'est vraiment complètement rabougri, mais on a quand même passé d'un prix de 30 € la tonne de CO2 au début de l'année 2021 à 90 €, enfin 80 € en décembre 81. Donc on a pratiquement multiplié par 3, mais cette multiplication par 3 de ce prix, du permis a été complètement submergée par l'augmentation massive de l'input, du prix de l'input sur le marché international, enfin sur le marché européen. Mais non, quand même, ça c'est spécifique, c'est un coup de projecteur sur la fabrication du kilowattheure issu du système de la technologie gaz naturel. Mais globalement, hein, si je reviens au bouquet électrique européen, qui lui émet moins, hein, il met 300 grammes de CO2 par kilowattheure, ça rajoute au coût moyen de l'électricité 3 centimes. 3 centimes par rapport au coût de fabrication autour de 5 centimes, ça paraît extrêmement important. Rapporté au prix payé effectivement par les consommateurs, c'est beaucoup moins, puisqu'évidemment, il y a toutes les taxes, dont cette fameuse contribution au service public de l'électricité, qui fait qu'aujourd'hui, vous payez le kilowattheure autour de 20 centimes. Donc, c'est 3 centimes sur ces 20 centimes, ce n'est pas non plus négligeable, non plus quand même, mais c'est un point important. Alors, ces 3 centimes, ce n'est pas l'effet sur le prix, c'est l'effet sur le coût moyen. Vous savez qu'en tant qu'économiste, il y a une différence entre l'impact sur un coût moyen et l'impact sur le prix, parce que le prix n'est pas affecté par le coût moyen, il est affecté par le coût marginal. Donc il faut aller regarder les unités de production marginales, celles qui sont les dernières utilisées dans l'ordre de mérite. Et en général, en Europe, en particulier aux heures de pointe, les unités marginales de production du kilowattheure, c'est du charbon et c'est du gaz naturel. Et donc, le charbon, il émet plutôt 800-900 grammes de CO2 par kilowattheure produit, le gaz naturel autour de 400-500 grammes le kilowattheure produit. Et donc, vous voyez qu'on a plutôt un effet sur le coût marginal, donc sur le prix, qui est plutôt de l'ordre de 5-6 centimes le kilowattheure. Et là, ça devient considérable. Par contre, si demain, le Fit for 55 européen a été mis en œuvre et qu'on imposait, ce ne va pas être le cas manifestement, mais qu'on imposait le même prix du carbone sur le secteur de la mobilité et du résidentiel, le même prix de 90 € qui prévaut aujourd'hui sur le premier marché, le ETS historique, eh bien ça augmenterait. Hein, dans un litre d'essence à la pompe, il y a environ, je ne sais plus, 2,4 kg de CO2. Et donc 90 € la tonne de CO2, ça va augmenter le prix du litre d'essence à la pompe de 22 centimes. 22 centimes, ce n'est pas marginal. Hein. Aujourd'hui, l'impact est plutôt autour de 10 centimes. Oui, c'est ça, autour de 10 centimes, puisque le prix du carbone, aujourd'hui, la taxe carbone à la pompe à essence, c'est 44 centimes, c'est essentiellement c'est exactement la moitié, hein, des 90 €. Pardon. La taxe carbone est de 44 € la tonne de CO2, la moitié de 90 €. Donc aujourd'hui, on a déjà la moitié de ça répercuté dans le prix de l'essence à la pompe. J'ai aussi fait un calcul, je ne savais pas, et j'ai fait un calcul pour vous hier. Dans un baril de pétrole, il y a 400 kg de CO2. Le baril de pétrole aujourd'hui est autour de 90 € sur le marché international. Si vous imposiez sur l'ensemble des émissions de CO2 induites par le fait de brûler un baril de pétrole, eh bien 0,4 tonnes de CO2 fois 90 € par tonne de CO2, ça fait plus 36 €. Donc vous voyez que si on imposait ce prix du carbone en Europe sur toutes les émissions liées au fait de consommer de l'essence, ça augmenterait ça aurait un effet équivalent sur le pouvoir d'achat des ménages qu'une augmentation de 36 € du baril de pétrole, qui aujourd'hui est négocié autour de 90 € le baril de pétrole. Vous voyez, ce n'est pas marginal. Donc, ce que je trouve assez intéressant dans ces calculs, c'est de voir qu'en fait, étant donné des très grosses différences de degrés de carbonation des différents produits,
et de l'existence déjà de différentes taxes qui pèsent sur ces différents produits, l'impact d'un prix du carbone sur la réalité des coûts, la réalité des prix est assez différencié. Augmenter de 50% le prix de l'électricité ou le coût de l'électricité, c'est considérable par rapport à, par exemple, j'ai aussi pris l'exemple d'un aller-retour en avion entre Paris et Toulouse qui va émettre 160 kg de CO2, qui va augmenter le prix du billet de 14,4 €. Vous voyez, c'est assez marginal par rapport à l'impact que ce même prix du carbone peut avoir sur le coût de fabrication de l'électricité. Ça vient du fait que les différents produits, dans le prix du billet d'avion, il y a bien d'autres choses que le kérosène. Et tout ça, ayons bien en tête que toutes ces évolutions de prix ou de coûts ont un objectif final, c'est de réduire nos émissions, nos consommations de produits carbonés. Et l'idée générale, c'est de se rappeler quand même que quand vous augmentez de 10% le prix de l'énergie, vous baissez de 10% de la consommation d'énergie. Vous induisez cette transition énergétique et cette sobriété, soit parce que les gens vont effectivement acheter des voitures électriques quand ils réalisent qu'ils vont devoir payer bonbons chaque fois qu'ils vont à la pompe à essence, etc., etc. Donc l'objectif final, c'est de faire intégrer à chacun le vrai sacrifice sociétal de la mise à disposition de ces sources d'énergie hydrocarburées, les inciter à intégrer ces sacrifices dans leurs décisions. Et je vous rappelle qu'on a tendance trop souvent à l'oublier parce que c'est dans nos mœurs, mais nos modes de vie sont intimement liés aux vecteurs de prix auxquels nous sommes confrontés. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. J'ai au moins évoqué 2 fois ce transparent, une fois dans ma leçon inaugurale et une fois au mois de janvier. Je rappelle quelques autres exemples d'impact de coûts par tonne de CO2 évité de différentes actions. Remplacer le charbon par le gaz naturel ou installer un panneau photovoltaïque sur votre toit. Voilà, on a des coûts qui circulent entre 40 € la tonne de CO2 évité jusqu'à 1 500, 2 000, voire 2 000 € la tonne de CO2 évité, selon la politique que vous suivez. Et donc, ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est que même si on n'a pas envie de faire confiance au marché pour inciter les gens à réduire leurs émissions de CO2, il faut quand même se rappeler que même le petit père du peuple qui est confronté à une économie complètement planifiée où il n'y a pas de marché, il est quand même confronté à la problématique de comment atteindre l'objectif de réduction d'émissions de CO2 au moindre coût pour le pouvoir d'achat des ménages. Et ça doit le forcer lui aussi à d'une part, estimer le coût par tonne de CO2 évité de différentes actions possibles et de déterminer jusqu'où il est prêt à aller dans le coût par tonne de CO2 évité pour déterminer quelles sont les actions à mettre en œuvre et quelles sont les actions qui sont trop coûteuses à mettre en œuvre. Cette valeur carbone va déterminer où j'arrête ma liste de courses de réduction d'émissions de CO2. Et donc ça, ayons bien en tête, c'est important et c'est important de le rappeler, je ne l'ai pas fait pendant la première partie de mes efforts depuis 15 ans pour contribuer au débat public là-dessus. Quand je parle de valeur carbone, je ne parle pas nécessairement de taxes, je ne vous parle pas nécessairement de marché de permis, je vous parle tout simplement d'une problématique de où allouer nos efforts, où mettre la barre, quelles actions mettre en œuvre, quelles sont celles qui sont socialement désirables parce qu'elles sont suffisamment peu coûteuses par rapport aux bénéfices sociétaux de ces efforts, et quelles sont les actions qui sont aujourd'hui encore trop coûteuses parce qu'elles engendrent des coûts, des sacrifices pour le pouvoir d'achat qui sont excessifs par rapport aux bénéfices de ces efforts de réduction d'émissions de CO2. D'accord ? Donc voilà, ayez bien en tête qu'on peut se passer, on peut imaginer une économie où le petit père du peuple va décider de qui doit faire quoi, dans quelles circonstances, et comment il faut faire évoluer ces modes de vie année après année pour atteindre les objectifs collectifs que nous sommes fixés. On n'a pas besoin d'avoir une économie de marché, je ne suis pas néolibéral, ici à ce stade-ci, parler de valeur carbone, c'est d'abord se dire quels critères on va utiliser pour déterminer quelles sont les actions qui sont socialement désirables et quelles sont celles qui ne le sont pas. D'accord ? Après, on peut effectivement réfléchir à comment mettre en œuvre
tous ces efforts qui passent la barre de l'analyse coût-bénéfice. Et là, la problématique de l'incitation dans une économie où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, dans une économie de liberté, dans une économie libérale, dans une société de citoyens libres, comment organiser la société pour atteindre ces objectifs. Donc je viens de vous parler ici des coûts. Et ces coûts ne sont pas négligeables. Et il y a encore trop de gens qui croient que ces coûts ne sont pas importants et donc on n'a pas besoin de demander beaucoup de sacrifices aux gens, on n'a pas besoin d'aller taper dans leur portefeuille. Donc cette idée est fausse. Il faut aller, on est aujourd'hui, étant donné les technologies disponibles de décarbonation, il faut entreprendre des efforts de réduction des émissions de CO2 qui vont nous obliger à faire des sacrifices. Jusqu'où? Ça dépend des bénéfices de ces efforts. Et là, j'en ai parlé aussi tout au long du mois de février. Je ne vais pas rappeler tout cela. C'est des choses qui lient problème sciences de climatologie. Regardez comment l'augmentation de la concentration de CO2 induite par nos émissions de CO2, comment ces augmentations de concentration vont faire évoluer notre climat au niveau global, au niveau local, comment cette évolution du climat va impacter le bien-être des générations présentes et des générations futures. Tout ça sont des problèmes hautement complexes qui impliquent des climatologues, des océanographes. Je ne vais pas passer vraiment de temps là-dessus parce que ce n'est pas ma compétence, mais évidemment, les modèles que j'ai utilisés pour essayer d'estimer une valeur carbone sont construits en utilisant des modules de sciences du climat qui, effectivement, utilisent ces dynamiques induites par les modèles utilisés par ces climatologues. Donc, ici, j'ai voulu reprendre, je ne vous l'avais pas présenté avant, je voulais reprendre deux transparents, deux graphiques qui ont été utilisés, qui se trouvent dans un papier que William Nordhaus, prix Nobel d'économie 2018, avait produit quelques mois avant qu'il obtienne le prix Nobel. Et alors, c'est deux tableaux un petit peu techniques, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Je vais juste me concentrer sur la courbe rose qui est là. La courbe rose qui est là, c'est pour le graphique de gauche, ce qui correspondrait à l'évolution des émissions annuelles de CO2. Et là, je parle juste du CO2, pas du méthane et des autres gaz à effet de serre. Je me concentre juste sur le CO2. On est autour de 35-36 gigatonnes de CO2 émises chaque année. La courbe rose vous dit ce qui se passerait dans le modèle que Nordhaus utilise si on n'impose aucune contrainte, si on considère que le changement climatique n'existe pas et qu'on continuait à faire évoluer notre croissance économique sans imposer par exemple le prix du carbone. Mais vous voyez comment on va continuer à faire croître nos émissions de CO2. Dans le modèle, il y a bien une évolution naturelle de décarbonation du contenu carbone du PIB mondial, qui fait que cette courbe est plutôt concave. Mais enfin, vous voyez qu'à la fin du siècle, si on ne fait rien, selon le modèle de Nordhaus, on va essentiellement doubler nos émissions de CO2 annuelles. Je ne vous raconte pas l'implication que cela a sur la concentration de CO2 en 2100 au niveau mondial. Le graphique de droite vous donne la conséquence de cela en termes d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Dans le modèle de Nordhaus, en ne faisant rien, on va faire passer la température moyenne de la Terre, qui aujourd'hui a déjà dépassé plus 1,1 degré, on va faire monter le thermomètre à plus 4 degrés, voire au-delà, à la fin du siècle. Et vous voyez que cette courbe n'a pas tendance à tendre vers une asymptote. Donc on va être au-delà de 2100 sur des niveaux d'augmentation de la température qui sont extrêmement considérables. Juste pour rappeler l'impact qui se passe si on ne fait rien. Alors, c'est que la première partie de l'analyse. La suite de l'analyse de Nordhaus, c'est aussi de voir comment ces augmentations de la température moyenne de la Terre vont impacter le bien-être des générations futures et la perte de biodiversité, la myriade, la constellation de conséquences économiques, écologiques que cette évolution va avoir. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, simplement je voulais utiliser ce transparent juste pour rappeler que face aux sacrifices qu'on nous demande aujourd'hui, il y a l'énormité des coûts
des sacrifices que l'on va imposer aux générations futures si on décide de ne pas faire ces sacrifices. On est en train de faire on doit faire un compromis entre les sacrifices que nous devons faire, nous, aujourd'hui, en termes de transition énergétique et les sacrifices qui seront engendrés pour les générations futures si on ne fait pas ces sacrifices aujourd'hui. On est en train, là, à nouveau, de pondérer des sacrifices présents contre des sacrifices futurs. Et là, évidemment, se retrouve la thématique du taux d'actualisation, comment comparer un sacrifice d'aujourd'hui avec un sacrifice dans un siècle. Voilà. Donc, je vous fais ici une synthèse en transparent de toute la séquence que j'ai couverte avec vous au mois de février, qui a été de dire, au fond, quel est le niveau maximum de sacrifice qu'on devrait accepter aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2. Et pour arriver à ce résultat-là, effectivement, je fais ce calcul de comment je compare un sacrifice présent avec un sacrifice futur, et pour y arriver, j'utilise un taux d'actualisation. Alors, premier point, et je vais passer du temps avec vous pour vous expliquer qu'il y a des arguments forts, scientifiquement fondés, utilisant des éléments d'éthique et de philosophie qui nous permettent de réfléchir sous le voile d'ignorance, dans l'impartialité, sans savoir si on va vous demander d'être le citoyen d'aujourd'hui pour faire le sacrifice de la transition, vous serez le citoyen du futur qui devra supporter les conséquences du changement climatique. Qu'est-ce que vous aimeriez faire sous ce voile d'ignorance? Eh bien, il y a des arguments importants qui disent, en particulier la prise en compte des très fortes incertitudes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui face à l'évolution de la prospérité de notre civilisation dans les siècles à venir, qui disent qu'il faudrait utiliser un taux d'actualisation réel autour de 1% pour des projets d'investissement sans risque, pour toutes les actions, pour tous les sacrifices qu'on considérait faire aujourd'hui, qui ont un impact certain pour les générations futures, un taux d'actualisation de 1% me semble être un outil, une base de réflexion qui devrait déterminer notre façon d'évaluer l'impact sur la durabilité et la soutenabilité de notre civilisation, du modèle de croissance au sein de notre civilisation. Et si j'utilise 1%, rappelez-vous, ça va nous donner une valeur carbone autour de 450 € la tonne de CO2. Donc à 450 € la tonne de CO2, vous faites plein de choses. Néanmoins, je vous ai aussi expliqué que les efforts de transition énergétique ont des bénéfices incertains pour les générations futures. De combien, étant donné les incertitudes sur la sensibilité climatique, par exemple, c'est pas clair qu'une tonne de CO2 en moins émise aujourd'hui va engendrer 800, 1000, 2000 € de dommages climatiques qui vont être éliminés grâce à cet effort aujourd'hui. Donc il y a une incertitude très forte. Nouveau, nous sommes tous d'accord pour dire que le changement climatique a une origine anthropique. Les êtres humains sont responsables. L'être humain est responsable du changement climatique. D'accord ? Mais quelle est l'intensité du phénomène ? Aujourd'hui, les climatologues ne sont pas certains, et les économistes ne sont pas certains d'être capables de valoriser, de donner une valeur, j'entends, aux dommages climatiques engendrés selon les évolutions anticipées du climat. Donc c'est très important, source d'incertitude très profonde, nous oblige à réfléchir à comment pondérer les bénéfices futurs incertains avec des sacrifices certains aujourd'hui. Et ce que j'ai tenté de vous expliquer, mais il y a là encore beaucoup d'incertitudes scientifiques, c'est que les modèles qui sont utilisés aujourd'hui par les économistes pour réfléchir à ces sujets suggèrent que décarboner nos économies aujourd'hui engendre un bénéfice qui est positivement corrélé avec la prospérité. C'est-à-dire que le problème climatique sera d'autant plus grave que nous serons prospères. Et l'idée essentielle, c'est que la prospérité va impliquer beaucoup d'émissions de CO2 supplémentaires et que ça va nous obliger à faire que ça va engendrer des dommages marginaux climatiques plus importants et donc un bénéfice de la transition énergétique plus important aujourd'hui. Et ce fait qu'il y ait cette corrélation positive entre prospérité future et dommages climatiques marginaux doit nous inciter à reconnaître qu'il n'y a pas de bénéfice assurantiel à ces efforts et donc il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque.
D'accord ? S'il y avait un bénéfice assurantiel, il faudrait utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque. Le taux sans risque est autour de 1% pour des horizons éloignés, donc ça doit être supérieur à 1%, et ça suggère d'utiliser un prix du carbone inférieur à 450 €, et je suis encore bloqué aujourd'hui au niveau scientifique pour vous dire de combien plus faible la valeur carbone doit être en dessous de 450 €. Donc, du coup, je me rabats sur la conclusion de tout ceci, c'est que je me rabats sur une décision politique qui me simplifie assez massivement la problématique. Au lieu de dire je vais essayer d'analyser, comparer mes coûts, les sacrifices présents avec les sacrifices futurs, je vais reconnaître que l'État a pris des décisions. Les États occidentaux en particulier, dans le cadre des accords de Paris, nous avons décidé de limiter au maximum l'augmentation de la température moyenne de la Terre de 2 degrés Celsius. Et ça nous donne un budget carbone intertemporel que nous pouvons décider d'allouer entre émettre du CO2 aujourd'hui et d'émettre du CO2 dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et j'ai passé du temps pour vous dire que dans ce cadre de réflexion plus restreint que celui de la big picture utilisée par les économistes, la problématique de l'allocation de ce budget intertemporel de CO2 au niveau mondial et au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France doit plutôt nous inciter en France à utiliser un prix du carbone, une valeur carbone autour de 150, 160 € la tonne de CO2 en 2022, montant autour de, en espérance, 500 € la tonne de CO2 en 2050. Donc vous voyez que voilà, coincé dans une approche big picture des économistes où on a encore des tas d'incertitudes qui ne nous permettent pas d'affiner le niveau de prix du carbone aujourd'hui, la solution d'utiliser finalement une référence politique, une décision politique et simplement réfléchir au prix du carbone qui est compatible avec cet objectif politique me permet de assez fortement recommander un prix du carbone qui est essentiellement le double que le quadruple de celui qui prévaut aujourd'hui sur la taxe carbone en France, le double de celui qui prévaut aujourd'hui sur le marché de permis d'émission. Donc il y a encore du chemin à parcourir si on veut effectivement transformer le discours politique de moins 55% ou zéro émission nette en 2050 en une réalité concrète de processus de décision dans d'un myriade d'acteurs économiques dont l'État fait partie pour traduire donc ce discours politique en acte compatible avec l'intérêt des générations présentes, des générations futures, intégrant les aspects de fin du mois et de fin du monde. Voilà, dernier transparent. Je terminer par ce dernier transparent, si vous le voulez bien, qui remet les choses en perspective. Je vous rappelle que j'occupe cette année une chaire annuelle qui s'appelle Avenir commun durable. Le mot durable est un mot important. C'est le concept de durabilité, le concept de responsabilité envers la génération future est un concept important, à juste titre, omniprésent dans le discours, dans les discours politiques, dans les discours d'acteurs impliqués dans les décisions collectives, des chefs d'entreprise, les ministres, les présidents de la République. Néanmoins, ces concepts ont de la peine à se traduire en actes. Je viens de vous en parler. Pourquoi ils peinent à se traduire en actes? Parce qu'ils ne sont pas associés à des outils à utiliser dans le processus de décision au jour le jour, par tous les acteurs qui ont un rôle dans les émissions de CO2, que ce soit le citoyen, que ce soit le banquier, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit l'État. Donc, dans ce cours, j'ai essayé d'éliminer ces problèmes éthiques des sciences économiques et de la théorie de la décision en apportant des connaissances de sciences dures, en particulier la climatologie, l'océanographie, même si ce n'est pas vraiment apparu dans l'analyse. Ce sont des outils qui sont dans les modèles que j'ai utilisés pour produire les recommandations que je vous ai proposées et qui conduisent, comme je vous le disais tout à l'heure, à utiliser un prix du carbone, ou une valeur carbone en tout cas, autour de 150-160 € la tonne de CO2 en 2022. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, je vous l'avais dit, j'ai reçu
plein de questions. Alors, il me manque le micro d'ailleurs. Ah, il est là en bas. Ben oui, merci beaucoup. Donc, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin puisque je vous l'ai dit, j'ai reçu, et je vous en remercie, une dizaine de pages de questions, parfois très profondes et sur lesquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Donc, je m'excuse par avance, excusez-moi, auprès des gens qui m'ont posé des questions que je ne vais pas reprendre dans la liste ici présente. J'ai deux ensembles de questions, hein, celle-ci et celle-ci. Premier ensemble. Je vais être assez rapide. Hein. Je ne parle pas de secteur agricole. C'est vrai que je n'ai pas vraiment parlé de secteur agricole pendant ces 2 mois. C'est une erreur. C'est une erreur qui est en partie due au fait que le secteur agricole est en particulier très difficile à modéliser. Et en particulier une taxe carbone ou un marché de permis d'émission ne fonctionnerait pas sur ce secteur-là parce qu'on ne sait pas bien notamment mesurer l'impact d'une activité agricole sur les émissions de CO2 ou de CO2 équivalents des gaz à effet de serre non CO2 qui sont engendrés par ce secteur agricole. Donc voilà, aujourd'hui c'est un sujet compliqué. Je peux juste donner quelques illustrations. Hein. Donc plutôt que d'utiliser une taxe carbone ou un marché de permis où on demanderait aux agriculteurs d'acheter des permis correspondant au méthane qu'ils émettent, que leurs vaches émettent chaque jour, ça paraît complètement impossible. Donc le plus simple, c'est probablement de taxer les produits, par exemple, taxer le bœuf, hein, plutôt que d'aller taxer les émissions de CO2 du secteur agricole, extrêmement compliqué à estimer. Taxons les produits qui sont issus du monde agricole et dont on sait que le processus de production engendre des émissions de CO2. Donc ça, c'est une idée assez simple. Et pour à nouveau reprendre le type de calcul que j'ai fait tout à l'heure, juste avant de venir, j'ai fait ce petit calcul. Je suis allé sur Internet, j'ai vu que le prix de la côte de bœuf à Monoprix, magasin d'à côté, de 27 € le kilo. Je sais que, c'était le premier transparent que je vous ai donné ce matin, hein, la production d'1 kilo de bœuf est responsable d'émissions de 60 kg de CO2 équivalent. Et donc, si je reprends mon prix de 150 € la tonne, ma valeur carbone à 150 € la tonne de CO2, 60 kg, ben, ça va justifier une taxe sur le kilo de bœuf de 9 €. 9 € par rapport à un prix actuel de 27 €, vous voyez que ce n'est pas marginal. Hein, ça augmente d'un tiers le prix de la viande de bœuf sur les étals de votre boucher. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Voilà ce type de choses qu'on peut faire pour le secteur agricole. On peut faire la même chose pour la farine, pour le lait, etc., etc. Première question, tentative de réponse. Pourrions-nous être sauvés par l'épuisement des réserves fossiles et quid de l'effondrement par manque d'énergie disponible? Alors, excusez-moi, j'ai synthétisé 2 pages de questions dans cette double interrogation. J'espère que je n'ai pas été trop infidèle à l'esprit de la personne qui pose cette question. Donc là, j'ai repris un slide du 5e rapport du GIEC, hein, du volume 3 du 5e rapport du GIEC, qui vous montre qu'on ne sera pas sauvé par la fin des énergies fossiles dans le monde. Le stock d'énergie, de gaz, de charbon, et surtout de charbon, hein, et de pétrole sous nos pieds est encore absolument considérable. Donc vous avez pour chaque source le gaz, le pétrole et le charbon. Les barres bleues correspondent à les barres bleues foncées ont déjà été extraites de la Terre. Les barres bleu clair correspond à ce qu'on anticipe extraire encore de la Terre d'ici la fin du siècle, et les barres jaunes correspondent à ce qu'il restera à la fin du siècle en termes de stock de ces hydrocarbures. Et vous voyez qu'en particulier pour le charbon, c'est absolument considérable. Donc si on devait un jour brûler toutes ces réserves jusqu'à extinction, on n'aurait pas 800 gigatonnes de CO2 émis, qui, je vous rappelle, correspond grosso modo au budget carbone intertemporel qui nous reste. Si on veut rester en dessous de 2 degrés Celsius, on serait à 20 000 gigatonnes de CO2 qu'on émettrait dans la CO2 et là, dans l'atmosphère. Et là, je ne vous raconte pas la conséquence en termes d'augmentation de la température moyenne de la Terre. On est sans doute de l'ordre de 10 degrés de plus, hein, de température moyenne de la Terre. Donc voilà, pas d'espoir de dire on va être sauvé par la fin des réserves d'hydrocarbures. Est-ce que, deuxième partie de la question, qu'en est-il qu'est-ce qui pourrait se passer si
si on décide de ne plus utiliser ces hydrocarbures, de ces réserves d'hydrocarbures, et qu'en même temps, on ne parvient pas à résoudre nos problèmes d'intermittence de l'électricité issue du renouvelable. Est-ce qu'on ne va pas aboutir à un effondrement de nos sociétés avec des blackouts à répétition, comme dans les pays en voie de développement alors, je ne dirais pas un effondrement, mais une décroissance forte. C'est une possibilité. C'est une possibilité que si on veut vraiment atteindre zéro émission nette en 2050 et que vraiment on ne parvient pas à résoudre les verrous technologiques auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir à la fois électrifier tous les autres secteurs de l'économie et rendre cette électricité complètement décarbonée, si on ne parvient pas à lever les verrous technologiques, on va devoir faire monter le prix du carbone, je vous ai là, peut-être à 2000 € la tonne de CO2. Et à ce moment-là, évidemment que l'impact sur le bien-être et sur le pouvoir d'achat va être absolument massif. Et ça va engendrer une décroissance, parce que la décroissance sera, comme en convient mon collègue Jean-Marc Jancovici, par exemple, considère que la seule solution, c'est la décroissance. Peut-être qu'on devra en arriver là. Les économistes considèrent ça comme une possibilité, certainement pas comme une certitude. Plausibilité d'un mix 100% renouvelable en 2050, je ne vais pas y passer trop de temps. Je vous rappelle que j'avais invité le président directeur général de RTE au mois de janvier, qui nous avait fourni notamment ce transparent-là, qui est dans le rapport zéro émission nette de RTE, qui vous dit, oui, on a les possibilités, en faisant des hypothèses relativement optimistes, je crois, il faut regarder ces hypothèses en détail, mais en faisant des hypothèses raisonnables / optimistes sur les progrès technologiques d'ici 2060 ici, on pourrait effectivement complètement décarboner notre mix électrique qui couvrirait à ce moment-là essentiellement l'ensemble des demandes énergétiques de la France, avec un surcoût de la production électrique par kilowattheure autour de 20-25%. Donc ce n'est pas énorme. Et on a d'ailleurs différentes possibilités, il y a différentes politiques qui nous permettent d'atteindre cet objectif en 2060, des politiques très nucléaires et des politiques très renouvelables. Je n'ai pas le temps de passer du temps là-dessus, mais vous avez accès aux 60 pages du résumé maintenant 800 pages du rapport de RTE. Dans ce résumé d'une 50aine de pages, vous avez ce transparent qui vous expliquera les différentes options possibles, zéro émission nette 2060, et qui vous donne plutôt un avantage pour le nucléaire. Le coût total de production de l'électricité est plutôt plus faible dans les scénarios nucléarisés que dans les scénarios d'énergie renouvelable, notamment parce que dans l'énergie renouvelable, vous avez en sus des coûts liés à la production des kilowattheures éoliens et photovoltaïques, la nécessité d'avoir des capacités de stockage de l'électricité, par exemple par l'hydrogène, qui sont très coûteuses. Donc ça fait l'essentiel du surcoût du système 100% renouvelable par rapport à un système qui combine renouvelable et électricité nucléaire. Je ne peux pas vous en dire plus que ça, excusez-moi, dans cette rapide discussion des questions qui m'ont été proposées. Je vais prendre juste ici ce dernier bullet point. Deux personnes m'ont fait la même demande de discuter. Donc la semaine dernière, à l'issue de ma leçon de la semaine dernière, il y avait un article dans Le Monde de Stephen Barglin, qui est un collègue de Harvard à la retraite, qui écrit dans Le Monde du 18 février la chose suivante: la confiance dans le marché a restreint la réflexion créative sur la façon de combattre la crise climatique. L'obsession des économistes pour la tarification du carbone, qu'ils voient comme une panacée, en constitue un exemple éclatant. Je pense que c'est très largement exagéré. D'abord parce que le prix du carbone il s'est absolument pas installé, en particulier aux États-Unis, et que par ailleurs, je crois que je vous avoir passé pas mal de temps tout au long de ces 2 mois pour vous expliquer que il ne s'agit pas de réfléchir et d'imposer le marché à travers, j'imagine, un marché de permis
ou peut-être une taxe, je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête, mais je vous ai bien montré que, pareil, quoi qu'il en soit, on peut décider d'avoir une approche planifiée. Je pense que c'est ce qu'il a en tête. Margolin est un keynésien chevronné, plutôt anti-marché, vous l'aurez compris, voilà, même ces gens-là, ils ont besoin d'une valeur carbone. On ne peut pas casser le thermomètre. Le thermomètre, c'est la valeur carbone. On en a besoin. Que vous vouliez installer un système d'alignement des intérêts privés sur l'intérêt général à travers une taxe ou un marché de permis, ou que vous soyez intéressé simplement à réfléchir à quelles actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2 à moindre sacrifice pour le pouvoir d'achat des ménages présents. Voilà, et puis voici l'autre ensemble de questions. J'ai une question sur, oui, effectivement, notre société devient de plus en plus digitalisée. Il y aurait autour de 5% de l'énergie actuellement utilisée dans le monde nécessaire qui est utilisée pour développer l'Internet. Donc 10 minutes de... oui, c'est ça, 10 minutes de Netflix, ça émet 1 kg de CO2 selon certaines études. Même chose pour Zoom. Vous voyez. Donc oui, effectivement, la digitalisation implique une augmentation des émissions de CO2 liées à l'utilisation de serveurs, etc. Mais en même temps, regardez que la digitalisation, ayons bien en tête que la digitalisation a un impact positif de réduction des émissions de CO2. Je n'irai pas à Princeton demain. Je n'irai pas à Princeton demain parce que je vais utiliser Zoom. D'accord ? Et ça va avoir un impact massif sur mon budget carbone de cette année. Je n'irai pas aux États-Unis cette année. D'accord ? Et ça va me permettre d'éviter 2 tonnes de CO2 émises. Peut-être que ça va me coûter 50 kg de Zoom sur les 2 jours que je vais passer sur Zoom à Princeton. Mais donc, il n'y a pas que des coûts liés à la dépense énergétique des serveurs. Ayons bien ça en tête. Je pense que globalement, franchement, je ne connais pas d'études qui aient été faites là-dessus, mais je pense que globalement, il y a d'énormes bénéfices à anticiper en termes de transition énergétique, de la digitalisation de beaucoup de nos activités. Que penser du plan France 2030 ? Alors là, je ne vais pas faire de politique, parce que la question c'était que penser du plan France 2030 de Emmanuel Macron. Donc le plan France 2030, il a plein de choses. Il a faire de la recherche sur les réacteurs, les petits réacteurs modulaires nucléaires. Ça, c'est une bonne chose. Je vous ai expliqué que c'était super important en sus et ça j'accompagne mon collègue du Collège de France, Philippe Aghion, pour dire un prix du carbone ne suffit pas pour déverrouiller les verrous technologiques, la multitude de verrous technologiques auxquels nous sommes confrontés pour permettre une décarbonation à des coûts raisonnables, parce que la recherche et développement induit bien d'autres externalités positives que simplement produire des brevets pour les innovateurs du secteur de la transition énergétique. Et ces externalités positives, qui est, vous créez des connaissances nouvelles qui vont pouvoir être utilisées par une myriade d'autres acteurs économiques qui, sous les épaules du géant, vont pouvoir, par une accumulation de connaissances successives de ces efforts de R&D, aboutir à des résultats patents pour, on l'espère, en termes de coûts de la décarbonation à l'avenir. Et donc, il faut accompagner ces efforts par des subventions publiques à la recherche et développement. Et France 2030 fait ça dans le secteur nucléaire, fait ça dans le secteur de l'hydrogène, fait ça dans plein d'autres secteurs, fait aussi d'autres choses. France 2030 fait aussi d'autres choses, mais si je me concentre sur les subventions à la R&D, je pense que c'est effectivement un point absolument essentiel. Force est de constater, il faudrait encore le vérifier d'ailleurs, que ces efforts d'investissement, de subvention de R&D se fassent au niveau de l'Union européenne plutôt que dans une compétition entre pays dans une course à l'échalote, essayer de dupliquer des efforts qui sont faits ailleurs en espérant pouvoir rafler la mise. Et essayons d'avoir une approche coordonnée de tout cela.
Quel impact des incertitudes profondes sur la volonté politique d'agir? Alors oui, on sait que les incertitudes permettent aux politiciens souvent de s'abstraire des responsabilités collectives, d'un certain nombre de responsabilités collectives. Je ne savais pas, on ne me l'avait pas dit. Et le principe de précaution, d'ailleurs, qui est aujourd'hui en vigueur en France, tente de répondre, à mon avis, pas très bien à cette problématique. Mais oui, effectivement, les incertitudes constituent un problème. C'est pour ça que la valeur carbone est un outil important qui essaye de réduire cette incertitude par des experts qui font les calculs que j'ai essayé de vous présenter durant le mois de février pour transformer les énormes incertitudes auxquelles nous sommes confrontés à la fois dans les problématiques de transition énergétique et de ses coûts et à la fois sur les problématiques d'évaluation des dommages environnementaux qui seront engendrés si on ne fait rien. La valeur carbone est un nombre, est un chiffre qui est issu de prise en compte de ces incertitudes, mais une fois qu'il a été déterminé, on n'est plus dans le monde de l'incertitude, dans la décision au jour le jour. Donc, je pense que ces calculs des économistes tentent à réduire cette problématique d'incertitude comme instrument d'irresponsabilisation du monde politique. Que puis-je faire, moi, pour réduire mes émissions? Je pense avoir répondu à cette question tout à l'heure. Le vrai combat ne doit-il pas maintenant porter sur les réformes politiques? Oui, la réponse est positive. Je pense qu'il faut que l'État se dote de moyens supplémentaires pour faire ces évaluations dont je vous parle depuis des mois et que ce système politique, et je pense que Dominique en parlera tout à l'heure, que ces évolutions de la structuration, de la réflexion et de la construction de mécanismes d'évaluation des politiques publiques, que l'État se contraigne à s'imposer à lui-même des évaluations exemptées des propositions de politique climatique à mettre en œuvre, ainsi que des évaluations a posteriori de ces politiques pour corriger le tir lorsque des masses d'argent conséquentes auraient été dépensées sans avoir de bénéfices patents en termes écologiques. Oui, je vais peut-être terminer par le point, puisque le temps est terminé, il est 11 heures. Je voudrais terminer peut-être sur le point de compréhension de la simplification de 1 000 € dans 80 ans. J'ai eu plusieurs emails et remarques là-dessus et échanges avec différentes personnes qui s'inquiètent un petit peu de cette simplification à outrance de ce que je vous ai présenté durant ces 15 derniers jours. Je vous ai dit, au fond, réduire d'une tonne de CO2 aujourd'hui nos émissions a un impact incertain et qui va s'étaler sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et donc ça rend le débat très compliqué parce qu'il faut aller se salir les mains dans les modèles pour extraire l'information complexe d'un flux de dommages étalés sur un temps très long et lui-même très incertain. J'ai essayé de dire, mais commençons par, et je ne suis peut-être pas suffisamment appuyé sur commençons par la simplification consistant à dire, mais en fait, de tous ces modèles que moi j'ai pu regarder, notamment ceux de Dice de William Nordhaus, j'observe que les évaluations de ces flux sont équivalents à quelque chose comme un dommage de 1 000 € dans 80 ans. La réalité est évidemment tout autre, et c'est juste un seul dommage qui se produirait juste dans 80 ans, et uniquement à cette date, à un niveau de 1 000 €. À la fois, je m'abstrais de deux dimensions, les dimensions d'étalement de ces dommages sur les décennies à venir. En moyenne, ces dommages se produira dans 80 ans. Je pense que ça, c'est un élément important à avoir en tête, qu'on va avoir des dommages demain liés au fait que vous émettez aujourd'hui une tonne de CO2, mais l'essentiel de ces dommages, ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour après-demain, ça sera dans 80 ans. Une partie sera dans 200 ans, une petite partie sera... Mais en moyenne, c'est dans 80 ans. Je pense que c'est important d'avoir en tête cela parce qu'il ne faut pas non plus tromper le citoyen en lui disant « vous allez avoir des bénéfices tout de suite à vos réductions d'émissions de CO2 ». Et j'ai beaucoup de collègues qui disent « Christian, ne dis pas qu'on va devoir payer cher aujourd'hui et que les bénéfices, on n'en aura aucun pour nous ». La réalité, c'est que les bénéfices, les sacrifices d'aujourd'hui
engendreront des avantages en moyenne dans 80 ans, et si par une construction mentale, on faisait l'hypothèse que tous les dommages s'étaient concentrés à ces 80 ans, le dommage serait d'un montant de 1 000 euros. Voilà. Et donc l'actualisation de ça, l'actualisation de 1 000 euros à 80 ans, selon le taux d'actualisation, vous pouvez faire des calculs très simples, et un certain nombre d'entre vous l'ont fait depuis 15 jours en me donnant des fichiers Excel, en me disant, regardez, en fait, si on étale ces 1 000 euros à 80 ans sur 500 euros à telle date et 500, ça donne des résultats différents. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et évidemment que ce que je vous ai présenté, 1 000 euros dans 80 ans, ça a juste une vocation pédagogique pour essayer de vous transmettre une compréhension de ce que ça veut dire à la fois en intensité de bénéfice de l'effort, 1 000 euros, et de l'éloignement temporel de l'étalement de ces bénéfices. C'est juste ce que je voulais dire. Et avec ça, je vais m'arrêter et céder la place à mon invité, Dominique Bureau. Je vous remercie. Je vous demande 2 minutes, le temps que je transmette le micro à Dominique. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup.